Aujourd'hui, donc, c'est un webinaire sur Kerio Connect. Moi, je suis toujours Michael Pereira, hein. Donc je vais faire tout ce qui est chef projet avant technique chez CNR Informatique, dont le support aussi technique. Donc ça va reposer en fait sur comment améliorer la délivrabilité de vos mails. Ça c'est une question effectivement qui est régulièrement posée, étant donné que c'est complètement critique, hein, parce que c'est bien beau d'avoir un serveur de messagerie, de pouvoir envoyer des mails, de pouvoir communiquer comme ça par messagerie électronique. Par contre, il faut bien entendu que le destinataire reçoive vos messages. Sinon la communication, vu que généralement c'est dans deux sens, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on va voir quels sont les problèmes effectivement que l'on rencontre, les questions qu'on me pose là-dessus, hein, pour le définir, le comprendre et surtout comment résoudre cela de façon à améliorer finalement le fait que vos mails tombent dans la boîte de réception de vos destinataires et non pas dans leur boîte de spam. Ou encore pire, qu'ils soient complètement écartés et rejetés en fait de la boîte aux lettres. Définition du problème. Donc effectivement, c'est les mails ne sont pas envoyés correctement. Donc soit ils vont être filtrés en tant que spam, hein. Filtré ou tagué en tant que spam en fait. Donc filtré, c'est rejeté par le serveur immédiatement. Généralement les questions, hein, c'est pourquoi mes mails ne tombent pas dans le dossier spam, tombent dans le dossier spam de mes destinataires. Soit parfois en fait c'est plutôt dans le cas d'ailleurs où ils sont filtrés ou rejetés. Du coup en fait l'expéditeur va recevoir un mail, ce qu'on appelle un bounce en anglais en fait, un mail généralement avec une erreur vous disant provenant de mail delivery subsystem, hein, si vous avez déjà vu ça, et votre expéditeur, donc votre utilisateur, va vous demander mais pourquoi je reçois ces notifications de mail delivery system, je sais pas ce que c'est ce gars, etc. Bon. Voilà. Ou soit tout simplement il va y avoir un retard au niveau des mails, donc c'est-à-dire que vos utilisateurs vont se plaindre de écoutez, j'ai envoyé un mail là ce matin et pourtant il est arrivé que cet après-midi chez mon client, je ne comprends pas. Donc on peut voir que en fait tous ces problèmes vont être, alors c'est pas uniquement dû à la délivrabilité, hein, des fois c'est juste, ça peut être tout simplement un problème réseau aussi, hein, notamment au niveau du retard des mails, mais en augmentant la délivrabilité, en tout cas, vous aurez moins de chances d'avoir des mails retardés comme ça. Comprendre le problème. Donc pourquoi mon message n'a pas été envoyé ou tout simplement plutôt le destinataire ne l'a pas reçu parce que c'est tombé dans ses spams et qu'il ne l'a pas vu. En fait, ça va tout simplement signifier que généralement, si on parle dans le cas de la délivrabilité, que votre adresse IP n'est pas fiable. Donc, soit qu'elle est blacklistée ou pas digne de confiance en fait, envers les autres serveurs des messageries des destinataires. Soit vous êtes trop anonyme et du coup les serveurs en destinataire ne peuvent pas approuver votre message ou du moins vérifier que au final votre serveur de messagerie à vous est digne de confiance et d'une source fiable pour l'acceptation de ces 10 messages et vous ne respectez pas les standards. Donc différents standards que l'on va aborder en fait lors de ce webinaire là-dessus. Donc ce sont des spécificités techniques en fait qui vous permettent justement d'éviter que votre serveur, votre IP soit trop anonyme sur internet et que du coup les serveurs de destinataires ont tendance à rejeter vos mails. Déjà, au niveau de l'adresse IP publique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de l'adresse IP publique? Déjà, dans un premier temps, ça c'est les choses basiques, mais pour faire de la messagerie, on conseille vivement, bien entendu, d'avoir une IP statique. Tout simplement parce que les serveurs SMTP, hein, les serveurs de messagerie destinataire, vont difficilement se fier en fait aux IP dynamiques. Donc déjà, première chose. Ensuite, il y a plusieurs petits points. Un petit point, c'est éventuellement cacher son IP local dans les entêtes de mes mails. Alors, on verra ça après, hein. De toute façon, dans la partie démonstration, on va aborder chacun des points et je vais vous montrer comment les configurer. Donc, pour cacher l'IP local dans l'entête de mes mails, ça là-dessus, effectivement, parce que quand vous envoyez un mail, vous allez avoir en fait en réalité dans le code source de ce 10 messages l'adresse IP locale du Kerio Outlook Connector ou par exemple du webmail, etc. qui a envoyé cet email. On verra comment cacher ça. Évitez de partager votre IP avec d'autres serveurs.
ça éventuellement, hein, s'il y aurait d'autres serveurs, ça peut être aussi des applis métiers des fois qui enverraient des mails, ne pas utiliser la même adresse IP de façon à ce que on soit sûr que cette adresse IP publique, tout le trafic sortant SMTP provienne uniquement de votre Carrier Connect. C'est toujours plus facile à troubleshooter, à manager ça ensuite. Éviter ce qu'on appelle le bulk email en anglais, donc en fait c'est tout simplement les services d'emailing. Si vous avez des pôles dans votre entreprise ou chez votre client qui ont tendance à faire beaucoup en fait de mails tout simplement, donc on va leur proposer plutôt un service d'emailing qui va être dédié pour. D'ailleurs ce service emailing qui a généralement en fait un SMTP dédié par lequel les messages transiteront par la suite. D'autres choses aussi, par exemple désactiver le repulsive spam en cas de problème, ce qu'on appelle le callback verification. Ça, ce n'est pas forcément nécessaire parce que c'est vraiment des cas très rares et les serveurs n'ont plus tendance à faire ça. C'est-à-dire que sur Carrier Connect, en fait, quand vous allez dans vos filtres spam, vous avez un module qui s'appelle Repulsive Spam qui permet en fait de retarder la bannière SMTP, en fait, tout simplement. Et il faut savoir que il y a un retard qui va être effectué, mais ce qui est normal, en fait, c'est pour justement se prémunir plutôt en entrée de recevoir beaucoup de spam. Et certains serveurs destinataires vont faire en fait une vérification dans le sens inverse pour tout simplement vérifier si votre serveur de messagerie est disponible et bien actif, bien présent en fait. Et le problème de Carrier Connect avec le Repulsive Spam, c'est si vous l'avez activé, quand le serveur en destination va faire en fait le callback vérification, il va voir qu'il y a un temps, il va faire un timeout en fait, parce que la bannière SMTP sera retardée. On verra de toute façon ça après. Notamment après pour vérifier quotidiennement votre adresse IP, il y a aussi la possibilité de s'abonner à des services de monitoring de blacklist, hein. Par exemple le site MX Toolbox, donc gratuitement vous avez le droit de monitorer, il me semble, une adresse IP publique, donc admettons la vôtre. Et ensuite donc d'aller vérifier régulièrement en fait son IP, par exemple sur le site senderbase.org. Donc voilà, ça c'est pour les adresses IP publiques. Ça, on va en parler brièvement, c'est éviter la rétrodiffusion, donc ce qu'on appelle en anglais en fait le backscattering. Qu'est-ce que la rétrodiffusion? En fait, c'est les spammers donc, vont utiliser un expéditeur créé de toutes pièces. Les notifications postmaster sont retournées à cet expéditeur. C'est-à-dire que vous, votre serveur Carrier Connect, il dispose d'un module anti-spam. Vous avez le choix, alors c'est désactivé par défaut, d'envoyer une notification à l'expéditeur de votre, alors on parle en entrant, hein, donc en réception, possibilité d'envoyer une notification à l'expéditeur du message quand ce message là en fait a été tagué en tant que spam par le Carrier Connect. Le problème, c'est que, bien entendu, parfois, s'il s'agit vraiment de spam, il est probable que l'expéditeur de ce spam-là, en fait, son serveur soit indisponible, etc. Donc votre Carrier Connect, à chaque fois que vous allez recevoir un spam, il va renvoyer une notification. Le problème de cela, c'est que si vous recevez beaucoup de spam, donc forcément il y aura beaucoup de notifications qui sont ni plus ni moins des emails qui seront envoyés de Carrier Connect, et donc vous-même vous allez potentiellement être tagué en tant que spammer ensuite sur internet. Donc c'est ce qu'on appelle la rétrodiffusion. Pour cela, en fait, pour empêcher cela, il faut bien évidemment aller dans le filtre spam, et ensuite vous allez dans l'onglet évaluation spam et vérifier que, alors ça va être tout en bas, vous avez des coches, on verra par la suite, donc à décocher cette case-là de façon à ne pas envoyer systématiquement une notification à l'expéditeur quand ce message-là a été tagué en tant que spam. Donc maintenant on va parler vraiment de la partie un peu plus intéressante, parce que là c'est les choses à mettre en place justement pour augmenter votre délivrabilité. C'est se conformer aux standards. Donc pourquoi devrais-je me conformer aux standards? Donc tout simplement, s'y conformer permet à votre serveur de messagerie d'être fiable et digne de confiance. En sachant que la plupart du temps, alors bon, ce qui est de moins en moins vrai, les spammers ne respectent pas les standards. De plus en plus, hein, parce que maintenant effectivement les spammers ils vont même faire de l'SPF et du DKIM, mais pas du DMARC par exemple. Se conformer aux standards, donc ça va permettre effectivement d'authentifier votre serveur de messagerie au regard des autres serveurs sur internet. Pour cela, il y a en fait 4 standards maintenant en fait à respecter. Le SPF, le DKIM, le reverse DNS et le DMARC.
Pour le reverse DNS, alors ça vous devrez normalement le savoir maintenant. Pourquoi ai-je besoin du reverse DNS? Ça va permettre en fait aux serveurs, ils vont pouvoir identifier correctement votre adresse IP et le résoudre par votre nom d'hôte internet, pardon. Donc une bonne configuration de votre reverse DNS vous rendra plus fiable en fait et digne de confiance. On verra dans la partie démonstration comment fonctionne le reverse DNS. Donc les serveurs en réception de vos messages vont effectuer en fait un lookup de votre adresse IP tout simplement et vont aller faire donc un DNS lookup, c'est-à-dire aller chercher le pointeur PTR qui correspond au nom d'hôte. Donc vous avez la résolution classique DNS qui dit un nom de domaine, par exemple google.com va résoudre une adresse IP publique, et donc le reverse DNS c'est tout simplement l'inverse. C'est le fait qu'une adresse IP publique va correctement résoudre en fait un nom d'hôte. Donc ça il faut absolument mettre en place, et effectivement ça de toute manière pour le mettre en place c'est à votre FAI de le faire. Alors je sais qu'il y a certains FAI depuis leur espace client qui vous permettent de mettre en place le reverse DNS, par exemple OVH. Depuis leur espace client, vous pouvez mettre reverse DNS et taper votre nom d'hôte de façon à faire la résolution. Sinon, autrement, il va falloir donc envoyer tout simplement un mail ou appeler le support technique de votre FAI pour leur envoyer la demande. Donc tout simplement en leur demandant je souhaite que mon adresse IP publique résout le nom d'hôte suivant, donc par exemple mail.seniainformatique.com. Préserver son nom de domaine avec le Sender Policy Framework, donc le SPF. Pourquoi ai-je besoin du SPF? Donc ça va empêcher les spammers d'utiliser votre nom de domaine. Donc ça va permettre de faire de l'anti-spoofing, de l'anti-usurpation d'identité. Cela va permettre aussi aux serveurs de destinataire de valider votre adresse IP, parce que ça sera vous en fait dans votre enregistrement SPF, vous qui allez mettre en fait les adresses IP publiques des serveurs de messagerie qui sont autorisés en fait à envoyer des mails sous votre domaine, donc sous votre nom de domaine. Et donc un résultat positif vous rendra digne de confiance, donc vous serez encore plus apte finalement à outrepasser les filtres anti-spam de vos destinataires. Donc comment il fonctionne? Les serveurs destinataires vérifient l'adresse IP de l'expéditeur, c'est ce que je disais, avec votre nom de domaine de ce dernier. Donc ça c'est tout simplement un enregistrement DNS en fait à créer sur votre zone DNS en fait de votre hébergeur de nom de domaine. On verra ça dans la partie démonstration, notamment avec spfwizard.net, un site qui vous permet justement de pouvoir créer votre enregistrement SPF le plus simplement possible. Ensuite, deuxième spécificité technique, enfin troisième maintenant, vous avez le Domain Keys Identified Mail, donc appelé DKIM. Donc qu'est-ce que ça permet? Ça permet toujours en fait tout simplement au destinataire de valider l'identification de votre domaine. Et donc toujours un résultat positif vous rendra digne de confiance. Donc le principe du DKIM, en fait, c'est tout simplement votre serveur de messagerie à vous, donc par exemple dans notre cas Kerio Connect, va signer les messages avec une clé, une signature en fait, une signature électronique, donc une clé. Chaque message dans son code source, il sera inséré cette fameuse clé en fait qui est une clé privée. Et vous allez mettre en fait votre clé publique sur un enregistrement DNS de votre nom d'hébergeur, de votre hébergeur de nom de domaine. Et les serveurs en destination en fait de vos mails vont tout simplement matcher en fait la clé privée qui est contenue dans le mail avec la clé publique qui est sur la disposition, donc sur l'enregistrement DNS tout simplement. Et si effectivement les deux marchent, fonctionnent, alors dans ce cas le DKIM est valide et donc votre message sera plus apte à être accepté. Donc voilà pour cela. Vous avez aussi des KB, de toute manière je pourrais vous envoyer aussi la présentation. Vous pouvez en voir des KB en fait là-dessus, vous expliquant un peu son fonctionnement et comment l'activer sur Kerio Connect. Ensuite vous avez la dernière spécificité technique en fait qui est le DMARC. Le DMARC donc qui va permettre en fait d'identifier votre nom de domaine auprès des géants de la messagerie. Donc ça c'est une nouvelle spécificité qui est sortie, qui est assez récente en fait parce qu'elle date de 2007, elle a commencé en 2007, mais il y a là c'est vraiment depuis on va dire 5 ans vraisemblablement, même un peu moins que vraiment le DMARC commence à être vraiment indispensable si vous voulez augmenter votre taux de délivrabilité chez les géants de la messagerie.
donc type Google, Yahoo, Free, Orange, Microsoft et j'en passe. Donc le démarque, c'est aussi bien, c'est pareil en fait que le SPF et le DKIM, hein, donc il s'agit là de créer en fait un enregistrement DNS sur votre zone DNS de votre hébergeur de nom de domaine. Il va analyser en fait l'enregistrement SPF et DKIM, donc il va valider s'ils sont bien créés, en fait s'ils sont bien mis en place. Si jamais votre SPF et DKIM sont valides, alors là on va parler d'alignement. Donc si votre SPF et DKIM sont alignés, dans ce cas-là, alors le démarque sera validé également. D'accord? Donc c'est important parce que du coup, si vous voulez mettre le démarque en place, il faut absolument que vous soyez sûr que votre SPF et DKIM soient en place et qu'ils fonctionnent correctement. Ensuite, avec l'enregistrement DNS démarque, en fait, c'est vous qui allez choisir en fait ce qui va se passer avec vos emails en fait provenant de votre domaine. Si jamais le SPF et DKIM ne sont pas alignés, donc du coup qui va invalider finalement l'enregistrement des marques. Vous allez pouvoir dire par exemple directement à Google en disant tous les mails en fait provenant de mon domaine et qui vont chez toi Google, dans ce cas là tu vas les mettre dans les tags si jamais le démarque n'est pas aligné. Si jamais il est aligné, donc bien entendu tu acceptes les messages, mais on va pouvoir leur dire aussi si jamais ils sont pas alignés, je souhaite que tu les rejettes complètement. Donc dans ce cas là, le fait de dire à Google écoute, si mon démarque n'est pas aligné avec le SPF et DKIM, tu vas rejeter les messages. Et ce comportement là en fait, qui est une relation de confiance que vous allez établir avec le démarque, avec les gens de la messagerie, les gens de la messagerie en fait vont apprécier finalement le fait que vous mettiez en place tout simplement le démarque, parce que pour eux, si vous dites au final ensuite écoute, tous les alignements qui sont erronés, tu pourras rejeter les messages. Pour les gens de la messagerie, c'est vraiment une aubaine, parce que du coup ça veut dire que potentiellement vous leur permettrez de rejeter des messages, et du coup sur leur plateforme c'est une quantité phénoménale de messages en moins qu'ils recevront. Donc ça ils vont apprécier, et du coup ils auront tendance à plus accepter vos messages. Donc je sais, démarque c'est un peu flou et mystérieux, de toute façon vous avez des documentations sur internet vous expliquant un peu ça, mais de toute façon le démarque honnêtement c'est très facile à mettre en place. Voilà, même si vous comprenez pas forcément le fonctionnement etc, le processus de mise en place est assez simple. Il y a des tutos, on va voir justement ça tout de suite dans la partie démonstration. Donc dans la partie quand on disait masquer les IP locaux en fait local des Cario Connect, ça on peut voir facilement en fait depuis la console d'administration. Donc on va voir sur directement mon serveur de messagerie. Alors pour cela, pour masquer en fait l'IP local, alors je vais le mettre en français, ça va être mieux. Ça va être ici en fait. Vous voyez cette coche là? Donc c'est dans configuration, serveur SMTP, dans l'onglet contrôle du relais. Vous avez le choix ici en cochant cette case de cacher l'IP local dans les entêtes reçues. Donc c'est à dire que votre IP local de votre machine en fait, donc on part du PC client, sera masqué dans les entêtes finalement des messages que vous envoyez. Donc ça, éventuellement je vous recommanderais de la cocher. C'est pas indispensable pour le coup. Mais en fait tout simplement ça permet à ce que les serveurs en destination, si jamais en fait dans leur blacklist ils auraient des IP locales et que leur plage d'IP local blacklistée correspond à la vôtre, du coup effectivement vous pourriez être blacklisté avec seulement votre IP locale. Donc voilà, vous pouvez la masquer ici. Ensuite, on avait dit tout à l'heure avec le phénomène
callback vérification qu'on pouvait en fait désactiver le repulsive spam de KaruConnect, voir s'il avait une amélioration sur la délivrabilité. Alors comme je le disais, c'était un cas très rare. Donc honnêtement, en fait, au support technique, moi j'ai jamais eu l'occasion de voir ça encore, parce que je pense que le callback vérification de toute façon tend à disparaître tellement qu'il n'est pas fiable, parce qu'en fait il y avait il y avait énormément en fait de faux positifs. Mais si vous voulez faire un test, donc pour désactiver en fait le repulsive spam, c'est dans configuration, filtre spam, et dans l'onglet repulsive spam tout simplement. Donc vous pouvez décocher ça ou diminuer sinon la valeur du retard de la bannière SMTP éventuellement. Bon voilà, j'en parle mais c'est vraiment très rare, c'est uniquement lors d'un test, hein, vous pouvez le décocher, appliquer, voir s'il y a une amélioration et après le recocher derrière. Ensuite, donc on avait parlé du reverse DNS. Donc le reverse DNS, en fait, je ne vais pas vous montrer grand chose, étant donné que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est au FAI en fait de votre adresse IP publique de mettre ça en place. Donc le reverse DNS, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins en fait qu'un enregistrement PTR en fait que le FAI doit créer sur votre IP public. Donc je disais tout à l'heure, dans une résolution DNS classique, on a, alors là ça va être incorrect parce qu'en fait je vais être sur mon IP DNS local, hein, mais ça reste plus ou moins la même chose en fait, hein. Vous voyez que mail.cnainformatique.com va résoudre en fait une IP, et ce que font en fait les serveurs de messagerie quand je parlais de DNS lookup, c'est tout simplement, elles vont faire un NS lookup cette fois-ci sur l'adresse IP en question. Donc là encore une fois, hein, je répète, hein, c'est une IP locale, mais c'est la même chose. Donc du coup en fait il faut que votre NS lookup et ensuite si vous tapez votre adresse IP publique, finalement match, si vous voulez, votre serveur de messagerie là-dessus. Donc on peut faire un test, hein, d'ailleurs. C'est-à-dire que si je fais un NS lookup sur mon IP public, ici vous allez avoir effectivement donc en bas le nom, mail.cnainformatique.com, adresse et mon adresse IP publique. Donc là on voit en fait que la résolution s'effectue correctement. Donc il faut bien vérifier ça, sinon autrement pour vérifier vous avez aussi bien entendu, hein, le site mxtoolbox.com qui vous permet de faire pas mal de choses d'ailleurs pour les connaisseurs, qui va vous permettre en fait de vérifier si votre tout simplement reverse DNS est correct. Donc on peut faire un SMTP de test, par exemple sur mon serveur en production, et quand je clique sur SMTP test, en fait il va tout simplement essayer d'envoyer un mail à mon serveur et vérifier certains de ces paramètres dont le reverse DNS. Donc là on peut voir ici en fait, hein, dans cette ligne là, SMTP valid hostname, OK, reverse DNS is valid hostname. Donc voilà, le reverse DNS on voit qu'il est correct. Donc il faut vraiment s'assurer que ça soit correct. Ensuite, donc on avait parlé du SPF. Donc le SPF en fait c'est un enregistrement DNS à faire sur votre zone DNS, hein, de votre hébergeur de nom de messagerie. Pour cela, pour la création de votre SPF, vous avez un site qui est très bien fichu qui s'appelle spfwizard.net, qui va vous permettre en fait de créer en fait votre fameuse valeur. Donc par exemple là, en domaine je mets cnainformatique.com. Ici vous choisissez en fait à peu près tout ce qui est recommandé, hein, par défaut. Et là vous allez avoir un champ en fait tout simplement, c'est celui-là, où vous allez pouvoir taper vos adresses IP publiques qui ont l'autorisation finalement d'envoyer des messages sous votre nom de domaine. Donc en l'occurrence moi par exemple j'ai 2 IP publiques, je pourrais mettre les deux, admettons, là-dessus. Donc on peut essayer d'en mettre une d'ailleurs, hein. Par exemple celle-ci, 112, 125. Donc en mettant ensuite votre en CIDR, donc votre masque réseau, hein, donc en l'occurrence moi c'est du /24, et vous pouvez voir que en haut au-dessus il a commencé à créer en fait donc l'enregistrement SPF. Donc ensuite à copier-coller donc la valeur, hein, qui est entre guillemets en fait qui sera à copier-coller sur votre enregistrement SPF de votre nom de domaine. Donc on peut aller sur le mien, hein, moi ça me pose pas de problème, j'ai rien à cacher de toute manière.
Ça va vous permettre aussi de voir là-dessus. Ici, par exemple, si je me positionne sur celle-là, ici vous pouvez voir que, donc en TXT, hein, j'ai pas précisé aussi, mais je préfère que les enregistrements SPF soient en TXT, parce que je sais que sur certains hébergeurs de nom de domaine, vous pouvez créer un enregistrement DNS directement de type SPF. Alors cet enregistrement de type SPF tend à disparaître, hein, donc vaut mieux faire un enregistrement de type texte, en fait, TXT. Là-dessus, donc je peux éditer, par exemple, mon SPF actuel ici avec d'ailleurs différentes adresses IP publiques dedans, et donc vous voyez la valeur que vous avez dans le SPF Wizard ici en fait à copier-coller. Donc il vous suffira de créer un enregistrement SPF TXT et tout simplement aller copier-coller la valeur ici et la copier tout simplement dans ce champ là. Et ensuite pour valider ça, alors vous avez soit rebelote en fait mxtoolbox.com, vous allez pouvoir vérifier tous vos types d'enregistrement en réalité, ou sinon vous avez un autre site qui est mail-tester.com que l'on verra juste à la fin, on va voir effectivement le score, qui vous permet en fait de vérifier votre score finalement par rapport à la mise en place de votre SPF, des KIM, des marques, etc. etc. Donc voilà, le SPF, c'est simple à mettre en place. Vous avez aussi sur la base de connaissances de Kiryu des articles, hein, vous expliquant cela peut-être en détail, etc. Mais c'est relativement simple à mettre en place. Ensuite, vous avez le DKIM. Donc le DKIM, il y a deux choses à faire. Il y a l'enregistrement DNS à mettre sur votre nom d'hébergeur de domaine, et ensuite à l'activer en fait sur le Kiryu Connect, ou même plutôt dans le sens inverse. Donc si je me reconnecte, alors en fait il était là, sur mon serveur de messagerie Kiryu Connect, pour activer en fait le DKIM, ça va être dans configuration, domaine, vous éditez votre nom de domaine, et ici vous pouvez voir que vous avez en fait une rubrique qui s'appelle Domain Keys Identify Mail DKIM. Donc en fait il suffira de tout simplement cocher la case déjà dans un premier temps, et ensuite de cliquer sur le bouton Afficher la clé publique. Ici, vous allez voir qu'il vous donne déjà l'exemple en fait de votre enregistrement domain key à mettre en place sur votre zone DNS, avec la valeur finalement à copier-coller directement sur votre zone DNS. Donc on peut voir hein, ce que j'ai fait par exemple sur mon nom de domaine à moi. Ici, si je vais sur mon enregistrement donc qui s'appelle mail __ domain key qui est tout simplement marqué d'ailleurs dans le ici hein, le record name hein, qui est marqué ici, donc en fait il suffira de prendre la même chose. Mon enregistrement donc est ici, je l'édite. Donc vous voyez que en nom, moi j'ai mail._domain key et la valeur, tout simplement en fait que j'ai copié-collé depuis donc la console administration quand j'ai cliqué sur le bouton afficher la clé publique. Donc il y a uniquement que ça à faire en fait. Et ensuite, donc une fois que, alors bien entendu, j'en ai pas parlé, mais qui dit enregistrement DNS, il faut attendre les temps de propagation hein, sur internet ensuite quand vous avez créé votre enregistrement DNS, donc ce ne sera pas effectif maintenant, mais vous inquiétez pas, même si vous avez coché la case signer les messages sortants alors que finalement votre enregistrement DNS n'est pas encore propagé, Kiryu Connect il est intelligent, hein. C'est-à-dire qu'il ne signera pas des mails avec le DKIM tant qu'il validera pas que votre enregistrement est correct sur internet, pour éviter justement ce problème hein, d'envoyer des mails finalement avec des signatures électroniques alors que votre enregistrement DNS n'est pas prêt. Donc ça vous pouvez laisser cocher, même si c'est pas encore propagé, ça il n'y a pas de problème. Et donc tous les messages vont être signés électroniquement avec le DKIM, on verra plus tard à la fin en fait dans le code source d'un message d'ailleurs, et puis voilà, donc là-dessus c'est aussi, de toute façon tout est assez simple à mettre en place, hein. Une fois qu'on connaît un petit peu et qu'on a regardé, cela est très rapide à mettre ça en place pour un nom de domaine.
Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous pouvez déjà désormais les poser, j'y répondrai après. Et vous avez en fait la dernière spécificité technique, qui est la moins connue actuellement, donc qui est le démarque. C'est assez nouveau, c'est assez récent au final par rapport aux trois autres derrière. Le démarque qui va vous permettre d'installer une relation de confiance en fait avec les géants de la messagerie. Donc dans mon PowerPoint, j'ai effectivement mis un lien ici, un guide, qui est très bien fait, d'ailleurs de la part de Google. Qui va vous expliquer finalement comment ajouter un enregistrement démarque. Donc cet enregistrement démarque, vous pouvez voir dans ce petit tableau qu'il y a plusieurs options pour la balise, donc des petites balises à mettre dans votre enregistrement DNS. Au final, vous n'avez pas du tout intérêt à mettre toutes les balises, hein. Il y en a deux en fait qui sont indispensables, c'est tout simplement la balise V et la balise P. En bas d'ailleurs, il vous propose ensuite des exemples d'enregistrement. Donc admettons par exemple, vous pouvez commencer avec le premier exemple d'enregistrement à mettre sur votre zone DNS. Alors du coup vous pouvez voir qu'il y a une balise ici qui s'appelle RUA, qui est facultative mais je recommande plutôt de la mettre. Cette balise RUA, donc si vous copiez la coller tout bêtement cet enregistrement, vous voyez que ensuite vous avez un mail to et en fait une adresse de messagerie. Cette adresse de messagerie, ça sera une adresse, une boîte aux lettres que vous aurez décidé sur votre Careo Connect, en fait, qui recevra quotidiennement des rapports de sécurité de la part des géants de la messagerie, justement concernant votre alignement des marques. C'est-à-dire que tous les jours, vous allez recevoir des rapports, en fait, des fichiers XML, vous faisant un rapport complet en fait sur la quantité de messages de votre nom de domaine qui ont transité sur les serveurs de messagerie de Google par exemple, combien de messages ont été analysés, combien de messages ont été refusés, etc. etc. Donc c'est des rapports finalement assez intéressants par la suite à lire. Donc je vous ai dit, ça c'est le premier enregistrement pour lequel vous pouvez commencer, mais vous voyez que dans cet enregistrement là, en fait la balise P ici, elle est en none. None signifie que en fait les messages, il va y avoir aucune action qui vont être effectuées, même si en fait l'enregistrement des marques n'est pas aligné. Donc vous allez me dire il n'y a pas grand intérêt. Alors c'est juste pour commencer du coup. C'est justement le point crucial en fait dans le déploiement progressif en fait du démarque, c'est qu'effectivement le démarque, on va plutôt tendance à le déployer progressivement. Donc là vous pouvez voir en fait les valeurs qui sont finalement demandé pour un déploiement progressif. Alors les pourcentages, donc vous pouvez commencer en fait vraisemblablement par exemple avec, le mieux c'est de commencer avec la deuxième enregistrement ici, qui dit, vous voyez que le P maintenant égale, vous avez quarantine, donc en fait tout simplement les messages seront tagués en tant que spam. Et la balise PCT égale 5, c'est le pourcentage de messages en fait qui vont être analysés qui vont être analysés avec le démarque par les géants de la messagerie. Donc ça veut dire que là en fait il va y avoir uniquement 5% des messages allant sur les serveurs par exemple de Google qui vont être analysés démarque. Les autres en fait ne seront pas analysés démarque tout simplement. C'est comme si en fait pour les 95% restants des mails, c'est comme si en fait Google dira bah il n'y a pas d'enregistrement démarque pour cela. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas les accepter, hein, mais c'est qu'il ne va pas analyser l'enregistrement démarque. C'est tout simplement pour avoir un déploiement comme ça progressif du démarque, et donc en fait vous pouvez par exemple chaque semaine ou toutes les 2 semaines augmenter finalement la valeur PCT comme il est indiqué ici. Donc après vous n'êtes pas obligé de respecter exactement les différentes étapes, hein. Vous pouvez passer de l'étape 5% directement à l'étape 25 et puis ensuite 50 et ensuite passer à l'étape systématique, c'est-à-dire que là 100% des mails vont être analysés des marques et ceux qui ne seront pas alignés seront tagués en tant que spam. Et ensuite vous allez passer en mode rejet. Donc en fait c'est le 3e enregistrement en bas où vous voyez la balise P égale reject, c'est-à-dire que quand vous changez par reject, là ça ne sera pas tagué en tant que spam, c'est tout simplement les messages des marques qui ne sont pas alignés des marques, seront refusés carrément par Google en fait, donc n'atterriront jamais en fait sur les boîtes aux lettres de vos destinataires Gmail par exemple, etc.
On peut voir, alors par exemple, moi sur ma zone DNS, vu que je l'ai déployé progressivement, alors d'ailleurs comme test, j'avais fait des tests récemment, donc je ne me rappelle même plus de ma valeur des marques. Mais donc vraisemblablement c'est ni plus ni moins finalement qu'un enregistrement à faire, hein, vous n'avez rien d'autre à faire. Donc mon enregistrement des marques ici, hein, comme nom, donc le nom en fait pour l'enregistrement commence toujours par underscore des marques. Ici vous avez la valeur en fait tout simplement que j'ai copiée. Donc là vous pouvez voir en l'occurrence j'ai mis p égale none, c'est-à-dire qu'en fait aucun message n'est analysé, enfin il n'y a pas de résultat. 100% des messages sont analysés des marques, mais en fait même s'ils sont non alignés, donc le démarque, hein, donc quand je parle d'alignement, je parlais tout à l'heure hein, d'alignement SPF et des KIM, hein, donc c'est à dire que si le démarque n'est pas aligné, c'est à dire qu'il y a un SPF ou des KIM incorrects. De toute manière là il n'en tient pas rigueur, c'est à dire qu'il n'y a aucune action qui est effectuée même si ce n'est pas aligné. Et vous voyez que la balise RUA, j'ai créé en fait une boîte aux lettres qui s'appelle la AGGREP pour la réputation, agrégation réputation sur mon serveur, donc cnainformatique.com. Je vais vous montrer d'ailleurs la boîte aux lettres, du coup on peut se connecter en webmail. Je vais vous montrer les rapports que je reçois, qui sont intéressants finalement à lire. Donc là, c'est tous les messages que je reçois de la part des gens de la messagerie, en fait. Les rapports de sécurité sur mon enregistrement des marques. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a du Google, il y a du je ne sais pas quoi, Vallonie.bi, c'est un fournisseur, je crois, belge. Luxembourg, il y a normalement, il y a du Microsoft, là, comme vous voyez. Et j'en passe, il y a du Yahoo, etc., etc. AOL aussi. Donc là, on peut prendre l'exemple, par exemple, de celui-là. Donc vous voyez que c'est quotidien. Hein. Là, j'en reçois plusieurs par jour, en fait, un de chacun des gens de la messagerie. Donc je peux télécharger la pièce jointe là-dessus. Alors par contre le problème c'est que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces rapports sont des fichiers XML, donc c'est assez illisible en réalité. Donc pour cela en fait il va falloir s'aider d'un site web qui va vous permettre d'analyser ces fichiers XML. Pour cela vous avez un site qui s'appelle Demark, alors ça doit être XML to Human, je pense que je devrais le retrouver en tapant ça. C'est ça, c'est demarcian.com. Et ils ont un truc donc, qui s'appelle XML to Human Converter, où là-dessus, en fait, par exemple, vous allez pouvoir ajouter... Alors, je vais peut-être en télécharger plusieurs, tiens. Je vais télécharger aussi un de Yahoo. Et pourquoi pas un de chez Microsoft, j'en ai vu un. Là. Télécharger. Bon, alors après c'est des rapports quotidiens, donc peut-être qu'en fait il y aura 0 mail aujourd'hui qui seront passés par les serveurs Google et Microsoft, mais on va quand même voir ça. Donc en fait on upload les fichiers en question. Voilà. Donc start upload. Donc il l'a fini. Non, il est en cours. Alors pendant que ça upload... Ouais, il en a fait, ouais, il les a terminés. Je vais répondre à une question. Dans le mail to, lors de l'enregistrement des marques, peut-on mettre n'importe quelle adresse? Mince. Alors, qu'est-ce que vous entendez par n'importe quelle adresse en fait? Alors attendez, je remonte juste la question parce que je la vois pas tellement. Cas d'un cario avec plusieurs domaines dessus et... Alors, vous pouvez mettre n'importe quelle adresse, c'est-à-dire, effectivement, vous pouvez mettre, par exemple, admin, votre nom de domaine. Ah oui, après, j'avoue que c'est une bonne question. J'aurais tendance à dire qu'on peut mettre n'importe quelle adresse, c'est-à-dire avec n'importe quel nom de domaine. Après, si possible, par raison de paranoïa, j'aurais tendance à dire, bah, peut-être essayer de créer une boîte, ou... Après, ça peut être n'importe quelle boîte mail, hein, effectivement. J'aurais tendance plutôt à dire que vaut mieux que ça soit du même nom de domaine en question. Mais je suis pas sûr. Ça reste quand même une bonne question. Voilà. Mais je pense qu'on peut mettre n'importe quelle adresse. Hein, ça, c'est pas très important. Enfin, n'importe quel nom de domaine, j'entends par là. Donc, maintenant qu'il a fini l'upload, on va pouvoir donc consulter en fait les différents résultats là-dessus.
Donc en espérant que il y ait des résultats intéressants à lire. Donc il va vous afficher ça en fait sous forme de graphique. Que là vous pouvez voir. Alors normalement il s'affiche un peu mieux là, il est pas très propre. Et vous pouvez voir en fait tout simplement le nombre de messages qui ont transité. Ah bah si, il y en a pas mal quand même. Parce que là c'est les serveurs de Google et vous voyez que en fait hier, donc en volume, il y a eu 956 messages en fait qui sont arrivés sur les serveurs de Google. Et je sais de cela d'où provient, donc on peut faire du troubleshooting ensemble, parce que vous voyez le taux d'alignement ici, SPF il est de 100% et DKM il est de 3%. Je sais pourquoi, c'est parce qu'en fait on a fait un emailing récemment et sur le serveur d'emailing le DKM n'est pas encore configuré. Donc vous voyez que en fait l'alignement au niveau du DKIM était pas bon. Alors par contre pour le DMARC compliance, pour qu'il soit conforme le DMARC, il faut au moins en fait que l'un des deux SPF ou DKM soit aligné. Donc en l'occurrence moi le SPF il est bon, donc ça passe. D'accord. On peut voir ici en DMARC compliance sur les 927 messages que j'ai envoyés vers les serveurs Google, 100% en fait ont été DMARC compliance. D'accord. Etc., etc. Donc vous voyez que c'est quand même très intéressant d'avoir ce rapport en fait tout simplement parce que ensuite si vous voulez rapporter en fait ça à la direction, à votre client, à votre directeur en disant regardez moi je sais on a envoyé telle quantité de messages à tel géant de la messagerie, ils ont accepté telle quantité de messages, j'ai vu qu'il y en avait 30% qui n'ont pas accepté parce que le SPF n'était pas bon. Voilà, donc ça c'est vraiment intéressant de mettre le DMARC. Et ça, donc vous voyez qu'il y a un système de rapport qui est intéressant à lire, mais en plus de cela, ça va permettre d'établir en fait une réelle relation de confiance, même si cela est transparent et pas forcément tangible, mais instaurer une réelle relation de confiance entre vous et les serveurs, les géants de la messagerie, et ils vont aimer en fait ce processus, le fait que vous faites le premier pas pour instaurer cette relation de confiance, et donc auront plus tendance à accepter du coup vos mails correctement sur leur plateforme à eux. Donc voilà pour ça c'était pour la partie rapport, et ensuite de toute manière donc pour continuer à déployer votre DMARC, je vous conseille d'aller lire donc ce tuto de la part de Google, de commencer par exemple avec ce premier enregistrement et d'ensuite de faire un déploiement progressif jusqu'à la dernière étape qui est l'analyse bien entendu de 100% des mails en DMARC et un rejet systématique, donc un P égale reject, si jamais un des deux alignements SPF ou DKIM est incorrect. Donc voilà pour le DMARC. Donc on peut voir alors une analyse d'entête de mail très brièvement. On peut voir ça avec WordPad par exemple. Là typiquement c'est un mail par exemple que j'ai envoyé de mon Kerio Connect vers une boîte Gmail, donc les serveurs de Google. Et dans ces entêtes de mail ici, on peut voir par exemple les différents checks qui ont été faits. On peut voir déjà un premier check du SPF, donc on voit que c'est le serveur Google qui a fait ce check là. Il a dit que SPF received pass, donc ça veut dire qu'il a accepté en fait l'enregistrement correct, qu'il a effectivement analysé mon enregistrement SPF et qu'il a vu que l'adresse IP publique par laquelle j'envoyais ici mon mail correspondait bien et était valide sur mon enregistrement SPF. Ensuite on peut voir plus en bas ici le DKIM signature et on peut voir qu'également ici du coup il a fait DKIM égale pass, donc c'est à dire qu'il a validé mon enregistrement SPF, il a validé mon enregistrement DKIM et donc en dessous DMARC, oui pardon je cherchais la ligne, on peut voir que du coup le DMARC ici égale pass. Donc en fait le serveur Google là a validé mon DKIM, SPF et DMARC. Et ça, vous pouvez le voir en fait sur n'importe quel code source de message que vous avez reçu sur vos boîtes Gmail, par exemple de la part de votre Kerio Connect.
Donc c'est intéressant à lire parce que à la place d'aller sur MX Toolbox, aller voir machin bidule, vous juste envoyez en fait un message à Google, à Gmail par exemple. Bon, encore faut-il que de l'autre côté ils le reçoivent. Et vous faites afficher le code source du mail et vous voyez effectivement ce que Google a fait en fait sur l'acceptation ou non du dit message. Donc voilà. Donc on va passer de toute façon à la partie questions-réponses si vous en avez, et en même temps je vais vous montrer donc le site web Mail Testé, parce que bon, vous avez mis tout ça en place, c'est bien beau, mais ensuite il faut valider. Donc pour valider cela, le plus simple, c'est tout simplement d'envoyer un mail. Vous allez sur le site mail-testé.com, il vous génère une adresse email automatique, vous copiez cette adresse email automatique et vous envoyez un message à cette adresse. Donc en objet, n'importe quoi, hein, test de réception, test de réception pour le webinaire de d'IT, voilà, et envoyer, message envoyé, et ensuite vous cliquez ici pour vérifier votre score. Donc là, vous pouvez voir que j'ai un score de 10 sur 10, donc ce qui est parfait, naturellement. Ça veut dire donc qu'il a bien validé mes différents enregistrements, qu'il a analysé notamment aussi le body, le corps du message. Il a vu qu'il n'y avait pas de choses bizarres dedans, ce qui est normal vu que j'ai tapé qu'une phrase et c'était du texte. Donc vous avez ici en fait un check du spam assassin, donc qui est leur anti-spam. Vous avez vu qu'il a validé en fait mon DKIM, il a validé mon SPF, etc. Vous êtes parfaitement authentifié, donc là vous voyez que le SPF c'est OK, le Sender ID c'est OK, le DKIM aussi, et notamment le DMARC, ainsi que le reverse DNS ici. Donc voilà pour ça. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que, comme je disais, c'est qu'il analyse aussi le corps du message. Donc si vous faites par exemple un emailing, même avec votre service d'emailing à vous, hein, qui ne partira pas forcément du coup de Cario Connect, vous pouvez en vous faire un test en amont, voir s'il n'y aurait pas par exemple, parce que des fois il peut y avoir des problèmes avec certaines images encodées, HTML, etc. Voilà. Et donc votre but par la suite, c'est d'atteindre, si possible, cette note-là de 10 sur 10. Donc voilà pour ce webinaire d'aujourd'hui. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Sinon n'hésitez pas ensuite à parvenir vos questions à support@synerginformatique.com. Si vous avez eu du mal avec l'audio lors de ce webinaire, sachez qu'il sera uploadé sur YouTube d'ici quelques heures. Donc je vous le transmettrai par mail ainsi que le PowerPoint de présentation. Écoutez, c'est tout pour moi. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous dis au revoir et une très bonne journée à vous.